Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Reporter sur France 24. Plus de 530 personnes ont été tuées, près de 300 kidnappées par des gangs depuis janvier en Haïti. C'est un sombre bilan établi par l'ONU qui envisage d'ailleurs le déploiement en urgence de forces pour lutter contre l'extrême violence qui frappe le pays. La guerre des gangs fait rage et l'État perd de plus en plus le contrôle du territoire haïtien. Pour preuve, ce reportage que vous allez voir a été tourné en janvier par les équipes de France 24 en espagnol, à Port-au-Prince, sa capitale, aujourd'hui tombée aux mains de groupes armés. Les plaies d'Haïti, un reportage de nos équipes de Bogota, Margot Loisillon, Herminia Fernandez, Sandrine Exil et Mathéo Rudas. Retour à la case départ. Ce dimanche matin, des dizaines d'Haïtiens reviennent à Port-au-Prince après avoir tenté de se rendre aux États-Unis à bord d'un bateau de fortune. Leur embarcation a été interceptée. Nous avons essayé de quitter Haïti pour entrer dans notre pays, mais malheureusement, mauvais temps, est venu prendre nous sur la mer, nous dire de Cuba. Je suis haïtien, j'aimerais vivre chez moi, mais et là, la situation nous fait défaut, d'accord? Parce que le pays a un travail, le pays a pas bon. Nous penserons à retourner là-bas parce que ici, nous ne travaillons pas, il y a un problème de la sécurité. Désorientés et sans destination précise, une seule certitude pour ces hommes et ces femmes, il va falloir de nouveau faire face à la dure réalité d'Haïti. Jésumène partirait si elle le pouvait. Cette mère célibataire vit dans une pièce de 16 mètres carrés avec ses 3 enfants et 2 autres membres de sa famille. Elle est ce qu'on appelle une déplacée interne. Elle a dû fuir son quartier en proie à la violence. Hier, je parlais avec mon frère aîné, qui me disait que l'on vit dans l'angoisse, qu'il dort angoissé, à cause des coups de feu des gangs, du fait qu'ils entrent dans les maisons. La nuit dernière, l'angoisse l'a empêché de dormir. On ne vit pas réellement, on n'a pas de vie. Jésumène travaille comme employée dans une famille de Port-au-Prince et a parfois du mal à nourrir ses enfants. Elle se sent plus en sécurité dans ce nouveau quartier, mais s'inquiète toujours pour l'avenir de sa famille. Les enfants aimaient leur ancien quartier. Ils l'aimaient beaucoup. Je ne sais pas si en grandissant, ils voudront quitter le pays. Je ne vois pas très bien quel va être leur avenir. Aujourd'hui, j'ai du riz blanc, du riz aux haricots, une sauce aux haricots rouges et des légumes. Dadi est également mère célibataire. Elle prépare et vend ses repas dans la rue. Sa lutte, dans un pays où les emplois sont rares, est de garder à flot son négoce. Elle confie être proche de la faillite. C'est compliqué d'investir dans un commerce. Beaucoup d'argent se perd. Par exemple, ce riz est très difficile à trouver en ce moment. Et il est très cher. Personne n'a les moyens de consommer, même les produits les plus simples. Je prépare des repas, mais il y a peu de gens qui viennent acheter. Je vends très peu. En Haïti, tous les aliments sont importés. Alors que le salaire minimum est d'environ 100 $ par mois, l'inflation a atteint 49,3% en janvier. Presque la moitié du pays souffre d'insécurité alimentaire aiguë, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Jean-Marc est à la tête d'une entreprise qui importe des aliments pour tout le pays et emploie environ 600 personnes. Cela fait plus de 30 ans que ce franco-marocain vit en Haïti et il a dû s'adapter à la crise. Aujourd'hui, le gros de son commerce est l'importation de poulet. Mais il a également une ligne de produits plus fins avec lesquels il approvisionne ses restaurants dans la capitale. Ça, c'est du saumon fumé qui vient de Norvège. Et ça, c'est du saumon frais, des filets de saumon frais que nous servons dans tous nos restaurants.
Et envelopper les trucs du Cap, hein, mettre du plastique et tout, tu enveloppes tout. Cet entrepreneur est pessimiste sur l'avenir économique de l'île. L'approvisionnement en essence, la corruption des douanes, l'insécurité, il doit faire face à de nombreuses difficultés. Il n'y a aucune entreprise qui va vouloir investir en Haïti. Il y a simplement les entreprises qui sont ici à l'heure actuelle, qui essayent de survivre et de payer leurs frais, c'est tout. Mais au niveau nourriture, quoi qu'il arrive, il faudra toujours donner de la nourriture à ces gens. Et tu me fasses tout l'inventaire de ce qu'il y a. Jean-Marc pense à prendre sa retraite. La situation est devenue ingérable. On a peut-être 30 camions, mais là, on a à chaque fois les problèmes des camions, on doit les faire escorter par de la police. Depuis quelques mois, Jean-Marc vit au milieu de son entrepôt. Il préfère éviter tout déplacement en dehors de la forteresse qu'il a dressée. D'ailleurs, vous pouvez voir là le mur. Ce mur, ça fait tout le tour de la propriété. Comme vous pouvez voir, j'ai de la sécurité armée de nuit et de jour, et j'ai des chiens d'attaque que je fais sortir la nuit. Haïti est considéré comme l'un des pays les plus dangereux au monde. Plus de 600 000 armes légales et illégales seraient en circulation dans cette nation, peuplée d'un peu moins de 12 millions d'habitants. Une centaine de gangs consolident jour après jour leur emprise sur la capitale. Ils affrontent une police fragile et sous-équipée. La dernière semaine de janvier, 18 policiers ont été tués lors de différents affrontements. Un commissaire de la police nationale haïtienne nous renseigne sur les conditions précaires dans lesquelles il travaille, sous couvert d'anonymat. Il y a quelques espaces qu'on ne peut pas se permettre de pénétrer sans ne pas avoir un blindé. Il nous faut des moyens, des équipements, des véhicules capables de prendre beaucoup de dispositions à ce que nous ne perdions pas d'autres espaces qui sont jusqu'à présent libres. Certains policiers entretiendraient des liens avec les gangs. Mais la loi du silence règne et la population civile reste la principale victime de cette guerre de territoire. Cet hôpital de l'organisation Médecins sans frontières est spécialisé en traumatologie et brûlures. L'homme qui arrive ce matin a été attaqué à la machette en sortant de chez lui. Les raisons de l'agression sont floues, comme souvent. Monsieur, nous allons faire un petit examen pour vous donner. Ok, font tirer 4 mains. Lui-même, c'est un cas de plaie par arme blanche au niveau de la région du membre supérieur gauche avec notion de bastonnade associée. Monsieur, on va voir ces deux là. James est chirurgien. Pour lui, pas besoin d'opérer le patient. Mais il va falloir refermer les plaies profondes. En 3 ans de service dans cet hôpital, le médecin a vu défiler toutes sortes de patients et de drames. La violence, ça touche tout le monde a priori. Pour lui, c'est un cas assez exceptionnel, mais pour assez souvent, c'est des personnes qui habitent comme dans des zones où et qu'il y a des conflits entre deux gangs rivaux, c'est des dommages collatéraux ou des membres de gangs qui vont arriver pour certains cas. L'hôpital reçoit également des accidentés de la route ou des victimes de chutes. Mais les blessés par balle représentent 70% de son activité. Une situation qui semble empirer ces derniers mois. Avant, les traumatismes par balle, c'était surtout des balles de petit calibre, donc à faible vélocité. Donc de nos jours, ça a tendance à augmenter puisque les patients qu'on reçoit qui sont des accidents par balle, c'est des balles de gros calibre qui laissent des plaies assez importantes et dont la prise en charge se fait sur une beaucoup plus longue période que ce qu'on avait avant. Dans l'une des chambres, un homme est hospitalisé depuis 4 jours. Il a voulu éviter le barrage installé par les délinquants armés qui tiennent le quartier où il vit. Les bandits ont commencé à m'interroger. L'un d'eux m'a dit « je vais te tirer dessus ». Et l'autre m'a dit « escalade le mur ». Alors j'ai décidé de faire ce qu'il disait.
Quand je suis arrivé en haut du mur, l'un d'entre eux m'a dit « Si tu ne veux pas que je te tire dessus, saute de l'autre côté ». Quand j'ai sauté, je suis tombé dans un abîme inimaginable. J'ai simplement entendu que mes deux jambes se brisaient. La violence de ces gangs semble n'avoir aucune limite. Ils contrôlent aujourd'hui plus de 60% du territoire de la capitale. Depuis le siège de l'ONG, le chef de mission de Médecins sans frontières reconnaît que cette expansion rapide des groupes armés perturbe les opérations de ces hôpitaux. Raoul Pierre-Louis, c'est la clinique dont on a interrompu le support la semaine dernière suite à l'intrusion d'hommes armés qui sont venus se saisir d'un patient pour l'exécuter à l'extérieur de l'hôpital. Donc ici, là, le point jaune, c'est sur cette carte, en rouge, les zones de la ville entièrement contrôlées par les gangs. En blanc, les seules dans lesquelles nous avons pu nous déplacer pour la réalisation de ce reportage. Ce matin-là, l'ambiance est lourde dans le studio de radio où l'écrivain Lionel Trouillot anime chaque semaine un programme sur la vie culturelle du pays. Que nous vivons là, dans le moment où on a parlé là, et personnellement, il y a eu la séquestration de mon meilleur ami Pierre Buteau, qui a été libéré par ses ravisseurs hier soir contre une somme importante. Et puis il y a ce matin le fait que des bandits sont entrés, lourdement armés, sont entrés dans une école, ils ont réclamé de l'argent. Les enlèvements font partie de la vie quotidienne de Port-au-Prince. C'est la principale source de financement pour les gangs, notamment pour s'approvisionner en armes. Chaque jour, il y a au moins 2 ou 3 prises d'otages. Comment peut-on être aujourd'hui une jeune femme dans le milieu artistique haïtien, tenant compte de tous les systèmes qui se perpétuent de domination? Ce jour-là, Lionel et ses invités discutent de la place de la femme dans le monde artistique haïtien. Une double problématique dans un pays où la vie culturelle a presque disparu et où les chiffres d'agression contre les femmes ne cessent de croître. C'est fondamental qu'on ait ce genre d'émission parce que là circule véritablement le discours haïtien sur ce que nous voulons faire de ce pays. Il y a ce gouvernement qu'on a du mal à appeler un gouvernement qui, n'ayant aucune légitimité et ne pouvant convaincre personne en Haïti, a besoin d'une force étrangère pour venir légitimer son existence. Le gouvernement dont parle Lionel est celui d'Ariel Henry, nommé Premier ministre par le président Jovenel Moïse 2 jours avant son assassinat en juillet 2021. Son administration assure depuis l'intérim. Henry souffre d'un profond déficit de popularité au sein de son pays. Il est accusé d'être à la solde des États-Unis et favorable à une intervention étrangère qui repousserait la tenue de nouvelles élections. Une façon pour lui de garder le pouvoir. Jean-Renel Sénatus, ancien sénateur, a monté son propre parti politique il y a 2 ans et dénonce la disparition de la vie politique de l'île. Les derniers scrutins remontent à 2016 et depuis janvier, le pays n'a plus aucun élu national ni local. Aujourd'hui, on est censé diriger politiquement par un gouvernement de facto, un gouvernement qui est frappé par un déficit de légitimité et de légalité. Aucune institution ne fonctionne actuellement. Et autant que l'insécurité dure, c'est autant que ça fait l'affaire de ces gouvernants. Pour avoir des élections crédibles, la première attente à laquelle il faut répondre, c'est la question de la sécurité. Nous retrouvons Lionel Trouillot qui, tous les jeudis après-midi, dirige un atelier d'écriture au cours duquel les participants discutent de littérature et de ce qu'ils vivent au jour le jour. Nous avons parlé un peu de ça, parfois dans la poésie créole. C'est entièrement dans le contexte que nous vivons là. Tous écrivent des textes, que ce soit dans la presse locale ou pour des maisons d'édition. Principale inspiration pour ces artistes, la vie quotidienne. Nous vivons en Haïti, dans la réalité haïtienne, dans ce qu'elle a d'inacceptable et aussi dans le rêve de pouvoir la changer. Mais beaucoup ne veulent plus attendre que le rêve devienne réalité. Les bureaux de migration croulent sous les demandes de certains citoyens qui tentent d'obtenir un passeport. Depuis janvier, le président américain Joe Biden a inclus les Haïtiens dans un programme pour entrer légalement aux États-Unis. Certains ne croient plus à une possible amélioration du pays, comme ce jeune homme qui accepte de nous parler à visage couvert. Haïti est un enfer en ce moment.
Partout, vous trouvez une cellule de gang et c'est comme si nous étions enfermés dans une prison. On ne peut rien faire. Mais nous n'avons pas besoin d'une armée, de tanks, de types ou de Marines qui viennent ici. Non, nous ne voulons pas de ce bordel. Fuir ou rester? Une intervention étrangère aura-t-elle lieu? Des élections pourront-elles s'organiser? L'avenir du pays n'a jamais été si incertain. L'ONU a récemment sonné l'alarme face à une situation qui se détériore de jour en jour et imploré qu'Haïti ne devienne pas une crise oubliée. Voilà pour ce reportage que vous pourrez retrouver sur notre site internet france24.com. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.